Bonjour, Éric Delachesnais, je suis journaliste au Figaro, je m'occupe des questions agricoles depuis 2008. 2008, c'était mon premier SPACE, c'était l'époque de Jean-Michel Lemétayer qui présidait le SPACE, on pense à lui très fort. Depuis 2008, eh bien, ça a beaucoup évolué, c'est ce qu'on va voir notamment avec l'agrivoltaïsme. Je suis très content d'animer que Photosol et JP2E m'aient fait confiance pour animer cette table ronde. Elle sera d'autant plus réussie que ce sera un débat interactif, qu'il y ait un échange avec la salle. Alors, concrètement, on a 1h30 pour parler de ce vaste sujet. D'ailleurs, très bien abordé par Ouest France ce matin, qui montre que les investissements en panneaux photovoltaïques ont augmenté de 62% en 2021. Donc avec la méthanisation, c'est l'énergie vers laquelle s'orientent les agriculteurs. Donc ce débat sera intéressant dans la mesure où il y aura un échange. 45 minutes de présentation et 45 minutes d'échange avec la salle. Donc gardez vos questions pour la seconde partie. Je serai le maître des horloges et essaierai de tenir le timing. Et à la fin de cet échange, on pourra poursuivre les discussions au Hall 4 sur le stand de Photosol qui nous offre l'apéritif. Et on sait que c'est important en Bretagne. Moi, je suis moi-même breton d'origine et content de revenir dans la région. Voilà, un moment de convivialité. Je vais sans plus attendre vous présenter nos invités, qui sont nombreux, qui vont nous éclairer de la façon la plus complète possible sur l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, je répète, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ça permet sur une même parcelle de produire de l'énergie électrique renouvelable tout en poursuivant une activité agricole, que ce soit de l'élevage, pas mal d'élevage au vin, du maraîchage, voire d'autres productions animales. Donc, honneur aux femmes. Catherine Picon-Cochard, merci. Vous êtes venue de Clermont-Ferrand. Vous êtes directrice de recherche à l'INRAE, spécialiste de l'écosystème des prairies. L'Auvergne est une zone d'élevage extensif où la prairie, justement, joue un rôle important. Vous êtes accompagnée par un jeune chercheur, Lohan Madej. Bonjour, Lohan. Vous connaissez un peu la région puisque vous avez, dans votre cursus universitaire, vous êtes passé par Rennes-Beaulieu, vous avez un master en écologie, patrimoine naturel et biodiversité. Vous allez nous présenter avec des slides très détaillés, une dizaine de slides très pédagogiques aussi, l'intérêt de mettre des panneaux photovoltaïques sur une prairie. À vos côtés, donc à ma droite ou à votre gauche, suivant qu'on se situe dans la salle, se trouve donc au milieu Sylvain Vasseur. Sylvain Vasseur, bonjour. Vous avez un parcours universitaire d'ingénieur agronome. Vous êtes directeur de l'activité solaire au sein de JP2E, l'un des opérateurs de l'agrovoltaïsme en France, et pas seulement parce que votre société exploite aussi des parcs éoliens. En ce qui concerne les centrales photovoltaïques, vous avez 65 parcs solaires et qui développe une puissance de 188 MW. Donc, Olivier Auger, bonjour. Olivier est exploitant agricole grande culture dans l'Aisne. C'est aussi le président de la Chambre régionale des Hauts-de-France. Il est le référent climat-énergie au niveau des chambres d'agriculture et de la FNSEA, dont il est administrateur. Il nous expliquera aussi quelle est un peu la doctrine du syndicat majoritaire des chambres d'agriculture face en matière d'agrovoltaïsme. C'est un peu nouveau, peut-être qu'on manque de recul. Enfin, il y a des chambres qui sont très pro, d'autres qui sont plus frileuses. Voilà, vous nous expliquerez un peu la doctrine des chambres sur ce point. Cyril Bouillet de l'Écluse, bonjour. Vous êtes ingénieur chez Photosol, responsable de développement et de relations avec les territoires. C'est important d'avoir de bonnes relations avec les territoires pour la réussite d'un projet, pour qu'il aille jusqu'à son terme, parce que les étapes sont nombreuses. On verra ça avec vous, nombreuses et compliquées. Photosol, en 2021, est l'un des plus gros portefeuilles des centrales solaires françaises en exploitation et en construction, plus de 400 MW, et un portefeuille en développement de 3 gigawatts. Enfin, pour la fin, le meilleur pour la fin,
une éleveuse qui viendra à la fin, et donc qui est éleveuse en région Loir-et-Cher d'ovins. Et la région, enfin le département, Ornella Schmitt, du ministre. Vous m'avez dit que Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, vous êtes à 50 km de chez lui, donc ça peut peut-être aider pour développer l'agrovoltaïsme. Donc merci bien pour votre attention. Donc je laisse tout de suite la place à la jeunesse, à la science. Et merci Lohan de nous présenter l'étude de l'INRAE sur l'agrovoltaïsme. Donc, vous m'entendez bien? Donc, bonjour tout le monde, je suis Lohan Madej, ingénieur en charge du suivi de la végétation et du microclimat sur l'étude que je vais vous présenter, une étude d'1 an de juillet 2020 à juin 2021. Donc, je vais vous présenter cette étude menée sur 2 sites agrivoltaïques dans des prairies pâturées par des moutons. Tout d'abord, il faut savoir que les prairies sont menacées par le changement climatique, car avec les sécheresses et les vagues de chaleur successives, la quantité de biomasse est réduite. Il y a une dégradation des sols, une perte de la qualité en air, de l'air et de l'eau, ainsi qu'une diminution du nombre des espèces et du bien-être des animaux. C'est pourquoi nous nous posons comme question, est-ce que les parcs agrivoltaïques permettent d'atténuer les effets du changement climatique et quels sont les changements apportés à la végétation par l'ajout de panneaux solaires? Pour répondre à ces questions, on a suivi 2 sites localisés en Auvergne. Un premier à Brèze, dans l'Allier, au nord de Clermont-Ferrand, installé sur une ancienne pépinière en plaine, et un second à Marmagnac, au sud de Clermont-Ferrand, dans le Cantal, installé sur une ancienne prairie de moyenne montagne. Les 2 parcs présentent des infrastructures de panneaux fixes au sol, orientés vers le sud, avec le site de Brèze qui dispose d'infrastructures plus hautes et plus larges que celle de Marmagnac. Au sein de ces 2 parcs, on a installé une zone en exclos avec la clôture pour éviter l'impact des moutons et uniquement se focaliser sur l'effet de l'ombrage. On y a suivi 3 conditions. La condition panneau qui est tout le temps à l'ombre, la condition interrangée qui présente une ombre variable et la condition contrôle suffisamment espacée des panneaux pour être en plein soleil. On y a simulé le pâturage par des coupes de la végétation mensuelles et chaque mois au sein de nos cadras, donc entourés par 4 piquets bleus, on y a suivi mensuellement la hauteur de l'herbe, la biomasse qui est la quantité de fourrage ainsi que la qualité du fourrage. On a aussi installé un suivi microclimatique avec des sondes de température et d'humidité du sol. Juste après. Ici, localisé par les points rouges. Et enfin, on a aussi un suivi du rayonnement. Pour vous parler des résultats, on a une importante modification du microclimat à l'ombre des panneaux, avec notamment une réduction de 93% du rayonnement à l'ombre des panneaux par rapport au plein soleil. Concernant la température du sol, elle est en moyenne annuelle 3 degrés plus fraîche à l'ombre des panneaux qu'en plein soleil en contrôle. Et l'écart peut aller jusqu'à 7 degrés sur Brèze pendant la période chaude. Concernant l'humidité du sol, elle est essentiellement dépendante de la texture du sol. Par exemple, sur Brèze, avec un sol sableux, on a retrouvé une humidité du sol en contrôle 32% plus humide qu'à l'ombre des panneaux. Alors que sur Marmagnac, avec un sol plus limoneux et plus riche en matière organique, l'humidité du sol a été similaire dans les 3 traitements, dans les 3 conditions. Maintenant, pour vous parler de la végétation, on a retrouvé sur le cumul annuel de la biomasse des effets traitement entre l'interrangé avec l'ombre variable et le panneau totalement à l'ombre, mais ces 2 derniers sont similaires statistiquement au contrôle. On a aussi retrouvé des variabilités saisonnières. Par exemple, durant l'été, pendant une période de sécheresse, la biomasse produite sous les panneaux a été 5 fois plus importante que celle en plein soleil en contrôle. Alors que durant le printemps, en période de pleine croissance, c'est la biomasse en contrôle en plein soleil qui a été 2 fois supérieure
à celle produite sous les panneaux à l'ombre. Concernant la croissance en hauteur de la végétation, elle a été en moyenne annuelle 2,6 à 3,2 fois plus rapide à l'ombre des panneaux qu'en plein soleil en contrôle. Et on peut voir sur ce graphique que la végétation à l'ombre des panneaux en bleu a commencé plus tôt au printemps, a continué pendant l'été et peut continuer encore plus tard en automne, comparé à la végétation avec une ombre variable en interrangée en rouge et la végétation en plein soleil en noir. On peut donc dire que la croissance végétale a une durée de croissance plus longue à l'ombre des panneaux. Ensuite, on a regardé la relation entre la biomasse et la croissance en hauteur et on s'est rendu compte qu'elle était différente en fonction de nos différentes conditions. Il faut une croissance plus haute et plus rapide sous les panneaux pour arriver à la même quantité de biomasse qu'en contrôle en plein soleil. C'est notamment dû à une quantité de sol nu qui est plus importante sous les panneaux, mais aussi surtout à une adaptation morphologique des espèces à l'ombre, c'est-à-dire qu'elles vont s'étioler, elles vont être plus grandes mais plus fines. En plus de cette adaptation morphologique, il y a une adaptation physiologique qui va impacter la qualité du fourrage. En moyenne annuelle, la végétation à l'ombre des panneaux a été 1,4 à 1,5 fois plus riche en azote que celle en plein soleil. C'est notamment pour compenser la réduction du rayonnement et donc pour optimiser le captage de la lumière pour la photosynthèse. On a aussi observé que la teneur en fibres de la végétation à l'ombre des panneaux était plus riche que celle en contrôle en pleine lumière. On peut donc dire que la végétation au sein d'un parc agrivoltaïque est diversifiée par rapport à une prairie classique ouverte où la végétation ne reçoit jamais d'ombrage. Pour finir sur les résultats, on a aussi regardé la richesse spécifique, donc le nombre d'espèces dans nos cadras coupés chaque mois. Et on a retrouvé sur un cumul annuel qu'il n'y avait pas de différence sur le nombre d'espèces entre les différents traitements. Cependant, on a quand même un effet saisonnier avec, sur le site le plus ancien de Marmagnac, où à l'ombre des panneaux, en été, il y a 2 fois moins d'espèces qu'en plein soleil. C'est notamment dû à une diminution du nombre des légumineuses, les fabacées, contre une dominance des poacées, les graminées, qui sont plus adaptées à l'ombrage. On peut donc conclure que la présence des panneaux solaires limite les effets de la sécheresse estivale et permettent un maintien de la croissance en hauteur sur des périodes plus longues. Nous n'avons pas retrouvé d'impact sur le cumul annuel, donc la quantité de fourrage, mais il y a une influence sur la qualité du fourrage avec une diversification de la qualité au sein d'un parc agrivoltaïque par rapport à une prairie classique, notamment en conservant l'herbe verte en été sous les panneaux. Et il y aurait aussi potentiellement un effet saisonnier sur le nombre d'espèces. Cependant, il faut garder en tête que cette étude est sur un pas de temps court d'1 an comparé à la durée d'exploitation d'un site agrivoltaïque qui est de 25 à 30 ans. Et enfin, pour connaître les effets sur plusieurs saisons afin de générer des tendances sur l'influence des panneaux solaires sur d'autres années et donc avec des conditions météorologiques différentes, on continue nos suivis sur les 2 parcs présentés ici, mais aussi sur un nouveau parc présentant des panneaux trackers, c'est-à-dire des panneaux qui suivent la course du Soleil. Et enfin, un travail de modélisation sera effectué pour prédire sur plusieurs années l'influence des panneaux solaires sur des prairies françaises. Merci de votre attention. Merci Lohan, vous avez tenu le timing et c'était très pédagogique, même moi j'ai compris. Sylvain Vasseur, avec des arguments comme cela, l'agrivoltaïsme est promis à du futur très prometteur. Ça vous aide à convaincre des agriculteurs réticents ou des interlocuteurs réticents à l'implantation de centrales solaires ? Oui, alors effectivement, quand on a initié cette étude, c'était dans un but bien précis, c'était dans le but de tordre le cou un peu aux idées reçues. Puisque quand vous allez présenter un projet photovoltaïque, alors que ce soit
à des élus, à des administrations, à du grand public, on a toujours au moins une fois dans la salle un participant qui va prétendre que rien ne pousse sous les panneaux. Donc on avait beau, on avait beau constater des choses complètement différentes, on avait beau avoir le retour d'éleveurs qui abondaient dans notre sens. On s'est dit à un moment que voilà, la parole de producteurs d'électricité n'était pas forcément n'allait pas être perçue comme vraie et comme on va dire objective, et donc on a décidé de lancer cette mission avec l'INRA pour de manière véritablement scientifique analyser de manière scientifique et indépendante analyser l'effet des panneaux sur les prairies. Et donc effectivement aujourd'hui, peut-être qu'on le voit bien sur la slide d'après, la suivante, voilà, ce qu'on constatait et ce qu'on continue à constater, c'est que quand les conditions climatiques sont assez dures et difficiles pour la végétation en été, on conserve de manière très, très claire une herbe verte sous les panneaux. Et donc aujourd'hui, je pense que la présentation que Loan vient de nous faire va dans ce sens et abonde dans ce sens. Vous avez combien de centrales solaires sur élevage ovin en France? Alors on a essentiellement, alors le développement du photovoltaïque se fait en priorité, historiquement se fait en priorité sur les terrains dégradés. En ce qui nous concerne, on a 22 centrales en exploitation, dont aujourd'hui 17 sur des terrains dégradés. Cependant, sur tous les sites, on a eu recours en fait depuis les années 2010, 2012, 2013 à de l'éco-pâturage. Donc on ne parle pas d'agrivoltaïsme pour toutes les centrales. Dans un premier temps, sur des terrains dégradés, on a eu recours à des moutons, effectivement, plutôt dans une optique d'entretien de la végétation. Et non pas d'élevage, quoi. C'est ça la différence. Un éco-pâturage, entre guillemets, c'est des brebis tondeuses, tandis que l'élevage, c'est des brebis pour produire de la viande ou du lait, quoi. Tout à fait, sur des sites qui n'ont pas forcément des caractéristiques favorables. Mais ça a été, je dirais, 10 ans d'expérience qui ont permis également de comprendre, d'analyser, de voir quelles étaient en fait les interactions possibles entre les deux activités. Et finalement, c'est une chance aujourd'hui de s'appuyer sur cette expérience pour améliorer les pratiques, pour co-construire en fait des projets avec les éleveurs et pour être aujourd'hui dans une synergie, dans des installations qui vont permettre le maintien d'une véritable production agricole dans des bonnes conditions. Oui, c'est un laboratoire à ciel ouvert, en fait, qui vous a permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Sans ça, vous n'auriez pas pu développer ces centrales pour l'élevage ovin. D'autant que je crois que les friches sont de plus en plus rares. Les friches ou les terrains... Tout à fait. C'est un sujet prépondérant aujourd'hui. La transition énergétique ne se fera pas sans aller vers des terrains agricoles aujourd'hui. Les terrains dégradés sont bien entendu priorisés. Ils ont fait l'objet, ça a été les premiers terrains à être recherchés, à être développés. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de terrains dégradés qui ne sont pas soit équipés, soit en cours d'équipement. Et donc on a besoin finalement, pour réussir la transition énergétique, on a besoin d'accélérer le développement des énergies renouvelables, on a besoin d'accélérer en toiture, on a besoin d'accélérer en ombrière, et on a besoin d'accélérer sur le sol. Alors, et pour cela, effectivement, besoin de surface. Accélérer sur le sol, certains disent que, vu les objectifs de la PPE, c'est 40% d'énergie renouvelable d'ici 2030, il faudrait mettre des panneaux solaires sur toutes les prairies. Alors, c'est pas tout à fait le cas. Mais justement, c'est pour ça que j'aimerais bien que vous nous précisiez. J'ai des slides après qui permettent de donner un petit peu les ordres de grandeur.
Parlez bien près, proche du micro, merci. Voilà, on voit ici en fait sur le graphique du bas les objectifs de capacité installée que s'est fixé la France et le réaliser. Donc aujourd'hui, on a une capacité donc, uniquement en France métropolitaine pour le solaire photovoltaïque. Aujourd'hui, fin 2021, on était à une puissance installée de 13,5 gigawatts. Donc le gouvernement, via la programmation pluriannuelle de l'énergie, fixe aujourd'hui deux objectifs, un objectif intermédiaire en 2023 et un objectif final en 2028, qui est d'atteindre 44 gigawatts en 2028. Globalement, ça veut dire qu'il faut multiplier par 4 ce qu'on a fait. Jusqu'ici, on a un rythme d'installation annuel d'à peu près 1 gigawatt. Il faut qu'on passe à 4 gigawatts. Et en surface au sol, ça se traduit par 40 000 hectares, c'est ça? Alors, dans cet objectif, alors, on peut rester sur la slide du dessus, désolé. Dans cet objectif, ce qui est attribué au sol, donc c'est ce qui est surligné en vert en fait. L'objectif au sol, c'est entre 20 et 25 gigawatts. Ça veut dire qu'à horizon 2028, l'objectif sur le sol, il est celui-ci. Sachant qu'on a déjà à peu près 5 gigawatts au sol, 5 à 7 gigawatts au sol, il va falloir faire entre 15 et 20 gigawatts, c'est-à-dire entre 15, on va dire entre 20 et 30 000 hectares. 20 et 30 000 hectares, c'est assez peu. Peut-être que M. Dauger reviendra sur les chiffres ensuite. La SAU en France, la surface agricole utile, elle est de 29 millions d'hectares. Et les surfaces en herbe, d'à peu près un tiers, donc d'environ 10 millions d'hectares. Donc finalement, pour atteindre les objectifs à horizon 2028, on aurait besoin de 0,1% de la SAU ou 0,3% des surfaces en herbe. Donc tout le monde ne pourra pas faire de l'agrivoltaïsme, et ça, on en reparlera avec Olivier Dauger, mais là aussi, il y a... Effectivement, du coup, la menace, il faut pas voir l'agrivoltaïsme comme une menace. Aujourd'hui, on l'a démontré, on a des activités qui présentent une synergie, donc il faut le voir comme une opportunité. D'autant que tous les terrains ne seront pas éligibles. On a des contraintes de raccordement au réseau, on a des contraintes de biodiversité dans certains cas, de zones humides, on a des contraintes d'exploitation également. Donc aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de véritable menace, et en tout cas pas de crainte à avoir sur une installation, sur une couverture de l'ensemble des campagnes par des centrales solaires. Et pour éviter les projets alibi un petit peu, on parlait de la brebis tondeuse, est-ce qu'il faut peut-être se référer aussi, vous pouvez rappeler la définition de l'ADEME pour l'agrivoltaïsme? Alors ça, c'est un exercice difficile parce que la définition de l'ADEME fait à peu près 20 lignes. Mais disons que l'ADEME l'ADEME a défini l'agrivoltaïsme comme étant donc, au niveau d'une même parcelle, la combinaison d'une activité photovoltaïque avec une activité agricole. L'activité photovoltaïque devant apporter un service à l'activité agricole, et le tout sans perturber, sans dégrader la productivité agricole et le revenu de l'agriculteur en place. Voilà, donc globalement, c'est une question, c'est une notion de mariage, de concomitance des deux activités, de synergie et de bénéfices mutuels. Oui, et pas de mise en concurrence. Et pas de mise en concurrence, tout à fait. Ok. Et justement, je vais passer sauf si vous voyez d'autres choses à rajouter, je vais passer la parole à... Merci beaucoup, Sylvain Vasseur. La parole à Olivier Dauger. Quand on vient d'écouter les arguments de l'INRAE, ceux de Sylvain Vasseur, quelle est la doctrine de la FNSEA et des chambres d'agriculture en matière d'agrivoltaïsme? On a l'impression que tout le monde n'est pas à l'unisson. Il y a encore pas mal de...
Non, ben dans le développement d'une... Bonjour à tous. Dans le développement, forcément, il y a... Attendez, là, ouais. Oui. Il y a forcément une interprétation différente, donc que tout le monde ne soit pas d'accord. Déjà, les potentialités des sols, les cultures, les filières, d'une région à l'autre, ainsi de suite. Donc les solutions sont les mêmes. Donc forcément, l'approche, elle est liée aussi à la situation terrain. Oui, ça marche bien. Le fil est trop court. Le fil est trop court. Voilà, merci. Non, je crois qu'il faut bien voir et cette définition, l'ADEME nous voit bien d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on l'a un peu travaillé avec eux. Mais elle nous va bien et c'est celle qu'on a repris globalement. Il n'y a pas de secret. Je crois qu'il faut bien voir le développement, et ça a été dit, de ces énergies renouvelables. Ça a démarré... au départ, c'est quand même lié aux accords de Paris. Et c'est lié à deux transitions qui sont importantes, qui sont la transition autour de l'énergie et la transition agricole. Donc l'idée, c'est de faire de ce développement des énergies renouvelables des opportunités, bien sûr, économiques pour le monde agricole, mais surtout des externalités positives pour permettre la transition aussi du monde agricole. Par la production de l'énergie pour la société, mais aussi par la production de l'énergie pour l'agriculteur. Et pour les systèmes, l'agriculture, on est en train de le payer très 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 fort dans un certain nombre de filières en ce moment, et très dépendante de l'énergie, comme beaucoup d'activités humaines. Et du coup, il y a tout un travail de réflexion à faire autour de cette transition, autour de la résilience par rapport au climat, de l'adaptation, de l'atténuation, mais aussi de la résilience aujourd'hui par rapport à la problématique de l'énergie, qui a commencé avant la guerre en Ukraine. Hein. L'augmentation des énergies avait démarré avant, et qui va sans doute pas s'arrêter, peut-être pas aussi violent qu'aujourd'hui, pas s'arrêter. Donc il faut trouver des solutions qui soient véritablement liées. Donc on est vraiment... on ne considère pas du tout ça comme une menace, mais vraiment une opportunité, avec, et c'est repris dans la définition, une vision qui n'est pas la vision de la disruption. C'est-à-dire que souvent dans les nouvelles filières ou les start-up, on voit le système, on va balayer ce qui était avant, puis on va construire ce qui est après. Non, là, c'est une complémentarité par rapport aux exploitations agricoles. Et c'est ça qui est très, très important. On peut arriver, on le voit, vous le démontrez, à avoir une production alimentaire qui continue et une production énergétique. Alors, agrovoltaïsme, on pourrait parler du gaz, on pourrait parler d'un certain nombre de sujets, sans remettre en cause, au contraire, en solidifiant l'exploitation. Ça a été montré d'ailleurs techniquement sur les prairies là. Les problèmes des prairies, c'est qu'il y a quand même beaucoup de régions où on ne pourra pas... De toute façon, il ne faut pas retourner les prairies pour une question climatique et biodiversité. Donc la question, quelque part, elle ne se pose pas. Par contre, il faut trouver des solutions par rapport aux prairies, surtout si on diminue l'élevage déjà, et puis surtout par rapport au climat, parce que cette année... je ne vous raconte pas les systèmes toute herbe. Les gens qui sont partis en système toute herbe, ils sont particulièrement mal parce qu'il n'y a plus de production depuis 3 mois. Donc fortement fragilisés. Si on trouve des systèmes qui permettent de trouver des solutions, c'est véritablement important. Il faut voir que déjà notre position elle est quand même claire. Hein. C'est d'abord les bâtiments. Ça reste aussi une position assez claire au niveau de la PPE. Alors la PPE là, c'est la PPE qui a été discutée il y a 3 ans, 4 ans. Ça va, ouais, mais là, on va entamer la PPE qui va être à partir de 2023-2024, qui va avoir des objectifs beaucoup plus importants, parce qu'il faudra accélérer, voilà. Donc ça veut dire que le potentiel et le besoin vont devenir très 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 importants. Et donc on est parti de ce principe. Comment on arrive à cumuler les deux? Comment on arrive à faire de la complémentarité? Comment on valorise d'abord les bâtiments, et pas que les bâtiments? Et d'ailleurs, dans le projet de loi énergie, on parle des bâtiments et on parle aussi des parkings, de toutes les zones où on peut faire du... Il n'y a pas que voilà. S'il faut un peu de terre, et c'est pas beaucoup, c'est vrai que 20 000 hectares sur 29 millions, c'est pas la question du nombre d'hectares, parce que les gens qui sont contre l'agrivoltaïsme ou qui disent faisons simple, faisons ça sur des sols, disent c'est 0,1% de la surface, on ne va pas s'embêter à faire des choses. C'est un principe lié aux accords de Paris, c'est-à-dire pas d'artificialisation des sols et pas de disruption. La souveraineté alimentaire aujourd'hui devient aussi importante que la souveraineté énergétique au niveau mondial, et même maintenant au niveau France, on voit quand même des fragilités fortes. Donc ça veut dire qu'il faut se donner l'idée qu'on peut faire les deux et pas forcément. Et puis après, il y a un certain nombre de choses qui pour nous sont importantes. Hein. C'est le respect du sol agricole, de la définition du classement des sols qui doivent rester au niveau agricole. Pourquoi? C'est parce qu'à partir du moment où vous les sortez de l'agriculture, ils sortent des politiques agricoles, pas simplement financières d'ailleurs, mais des politiques agricoles. Donc nous, on estime que pour garantir la production alimentaire, il faut que ça reste une production agricole. Il y a un débat au niveau européen sur ce sujet-là.
Il faut que les sujets soient suivis et au niveau départemental. Et la validation, et ça répond un peu à ta question, la validation, elle doit se faire au niveau du département, parce que les projets ne seront pas les mêmes d'un département ou d'une région à l'autre, et qu'on peut pas. On a des visions différentes. Il y a des éléments qui sont importants aussi, c'est tout ce qui est partage de la valeur. Partage de la valeur entre le monde de l'énergie, les propriétaires, les fermiers, mais aussi le territoire. C'est dans la loi qui va sortir. Il y a tout un passage sur le partage de la valeur, parce que si on veut développer un maximum de développement ENR sur nos territoires, que ce soit photovoltaïque, éolienne ou gaz ou ainsi de suite, il faut impérativement une participation qui intéresse le territoire. On parle même d'une réduction de facturation d'énergie pour les gens qui acceptent d'avoir des projets ENR à côté de chez eux, quoi. Il y a plein d'idées, ou alors des fonds économiques de développement au niveau de la région. Au niveau de la région, quand je parle de la région, c'est la micro-région du projet. Et puis la durabilité du projet alimentaire, parce que toujours le risque qu'on a vu il y a 5-10 ans, dans les premiers, on a vu un certain nombre de choses, notamment des serres ou des bâtiments photovoltaïques agricoles qui n'ont jamais vu de production agricole, ou qui au bout de 2-3 ans, la production agricole a disparu, et du coup, forcément, la rentabilité électrique était plus intéressante que la rentabilité agricole. Le démantèlement, quand il y a un certain nombre de choses qui permettent une durabilité et un travail collectif. Donc on se retrouve, nous, complètement dans cette définition de l'ADEME. On demande à ce qu'elle soit dans la loi, projet de loi. Elle n'y était pas dans le premier projet, mais apparemment, le président l'a même dit lui-même à Terre de Gym, elle va revenir dans la loi, parce que tant qu'on n'aura pas de définition claire de ce qu'est l'agrivoltaïsme, toutes les interprétations vont exister sur le terrain, c'est ce qu'on vit, c'est bon pour personne, parce que c'est compliqué à gérer pour l'État, c'est compliqué aussi à gérer pour nous, entre différents départements, d'expliquer. C'est sûrement compliqué à gérer pour les porteurs de projets, parce que suivant le département où ils sont, ils n'ont pas les mêmes réponses. Donc on a intérêt à avoir cette définition. Ce n'est pas une définition pour moi de contrainte, c'est une définition de principe, de garder l'alimentaire, de la durabilité, le partage. Ensuite, ce que je disais tout à l'heure, la technologie, la technique qui est employée en fonction de la filière agricole et en fonction des projets ou des techniques qui existent, c'est au cas par cas, quoi. La question, si le principe est respecté de production alimentaire concomitante avec une production énergétique, le but, il n'est pas de dire le panneau il doit être comme ça, comme ça. Le but, il est de dire assurons-nous de la production alimentaire. La production alimentaire peut changer. On le voit dans les serres. Les serres photovoltaïques, notamment dans la vallée du Rhône, qui fonctionnent très bien. Mais forcément, quand vous avez des serres avec des panneaux, ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions que des serres sans panneaux. Donc les productions qui sont dedans ne sont pas les mêmes, forcément. Si on parle bien d'une production alimentaire, on ne va pas garder forcément la même production. Déjà, sur les exploitations, on assiste à des changements de production, et on va encore assister plus à des changements de production dans les années qui viennent avec le réchauffement climatique. Donc ce n'est pas une adaptation du système de production alimentaire, c'est qu'on garde un système de production alimentaire lié au potentiel réel par rapport à la situation. Voilà. Et d'ailleurs, pour compléter ce que vous dites, Olivier, la Chambre d'agriculture du Vaucluse, présidée par André Bernard, qui est lui-même maraîcher, je ne sais pas si tu veux en parler un peu plus, c'est un photovoltaïque sur ces serres, ça permet, c'est ce qu'il m'a raconté, retour d'expérience de cet été, les tomates qui étaient sous les serres avec des panneaux ont poussé beaucoup plus vite parce qu'elles étaient plus au frais que les légumes qui étaient dehors. Et non. Oui, je vais prendre celui-là. Ok, merci. C'est vrai qu'on entend beaucoup mieux. Et donc, c'est un exemple aussi de chambre qui a vu les bienfaits de l'agrivoltaïsme, comme celle de la Nièvre, qui a sorti une étude en complément de l'étude de l'INRAE qui s'appelle Dispositif Prairie Sentinelle 2021, synthèse du suivi du lot de brebis au pâturage sous panneaux photovoltaïques. Et donc, il s'agissait de voir si l'herbe était plus verte sous les panneaux. Ils ont montré qu'effectivement, elle était plus verte et plus appétante dans une centrale qui se situe donc dans la Nièvre et exploitée par Photosol. Et c'est M. Christophe Reynaud, conseiller technique à la Chambre, qui a conduit cette étude. Et je crois qu'elle est disponible et publiée, vous pouvez la retrouver sur Internet. Donc, nous allons passer au quatrième intervenant, Cyril Bouillet de l'Écluse. Donc, vous travaillez chez Photosol, vous vous occupez de, comme je disais tout à l'heure, des relations
avec les territoires. C'est long de mettre au point une centrale solaire. Combien de temps s'écoule entre les premiers contacts avec l'agriculteur et la mise en route de la centrale solaire? Expliquez-nous un petit peu. Alors, je vais effectivement vous expliquer ça. Je voulais juste revenir, effectivement, réagir un petit peu aussi à ce que venait de dire M. Daugé. Voilà. Donc, effectivement, nous, on s'inscrit tout à fait dans cette logique, évidemment, de développer un projet agrivoltaïque. C'est évidemment un projet photovoltaïque, mais agricole. Donc, c'est les deux volets. Et effectivement, on met sur le même plan ces deux aspects des projets, parce que ça répond effectivement à deux enjeux majeurs pour la France, à savoir la souveraineté énergétique, la transition énergétique, mais aussi la souveraineté alimentaire et quelque part aussi la transition du secteur agricole qui fait face à de nombreuses problématiques liées à de très nombreux facteurs externes. Et voilà. Donc, effectivement, l'agrivoltaïsme, quelque part, peut accompagner des exploitations, peut-être même accompagner des filières qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin de croître pour assurer effectivement la souveraineté alimentaire de la France. Et voilà. Pour réagir par rapport aussi à la définition de l'ADEME, effectivement, la définition de l'ADEME s'attache finalement à quel aspect agricole. Il manque quelque part l'aspect aussi photovoltaïque, ce qui répond donc que partiellement à notre sens, que partiellement donc à la définition de l'agrivoltaïsme. Il y avait une mission flash sur l'agrivoltaïsme qui avait été menée donc par l'Assemblée nationale et deux députés dont les deux étaient d'ailleurs agriculteurs. Et cette mission flash était arrivée à une définition indiquant, c'était beaucoup plus court effectivement, mais indiquant qu'un projet agrivoltaïque c'était un projet effectivement développant une activité agricole significative et une activité aussi de développement, enfin de production d'énergie significative, et ce sur une même emprise foncière. Et donc cette définition, même si effectivement le mot significatif est très flou encore, permet au moins d'intégrer les deux aspects d'un projet agrivoltaïque. Et peut-être qu'effectivement la prochaine définition qui sera, je dirais, inscrite dans la loi, on l'espère tous, devra quand même aussi prendre en compte cet aspect-là. Je pense qu'il ne faudra pas l'oublier, puisqu'effectivement l'autre enjeu, c'est aussi d'assurer, et on le voit tous en ce moment, notre souveraineté énergétique et la transition énergétique de la France. Alors j'avais effectivement prévu quelques slides, mais je voulais du coup revenir sur effectivement ce que peut permettre l'agrivoltaïsme pour répondre à ces enjeux-là. Alors ça, vous connaissez mieux que moi, Monsieur Daugé, effectivement, les effets du réchauffement climatique sur les modèles agricoles, les effets de la volatilité des cours des matières premières sur la pérennité et sur la solidité des exploitations agricoles, l'évolution des attentes sociétales qui sont fortes et rapides et qui demandent à certains systèmes de s'adapter. Et puis un autre enjeu qui est très important, qu'on n'a pas encore abordé, qui est évidemment le renouvellement des générations. On connaît tous le chiffre, hein, d'ici 2030, 40% des agriculteurs, plus de 40% des agriculteurs partiront à la retraite. Et donc il y a un vrai souci à ce niveau-là. On n'a pas encore de solution. Et quelque part, l'agrivoltaïsme peut permettre, pour certaines exploitations, ce n'est pas la solution, évidemment le secteur agricole a ses propres solutions et les trouvera par lui-même, mais l'agrivoltaïsme peut aider certaines exploitations peut-être plus en difficulté, peut aider certaines filières peut-être plus en difficulté, à justement faire face à ces différentes problématiques. Par une source de revenus complémentaires ou par une source de revenus complémentaires, par le fait qu'avec l'agrivoltaïsme, on développe un atelier agricole pour lequel on n'avait pas forcément les moyens financiers en termes d'investissement. Donc l'agrivoltaïsme permet, par exemple, dans le cas d'une serre, peut permettre de financer une serre, permet de financer un outil de protection aussi des cultures, dans le cadre, par exemple, de la lutte contre les effets du réchauffement climatique, etc. etc. Ça permet d'investir aussi, pourquoi pas, dans de nouveaux matériels permettant de faire de l'agroécologie. Voilà, donc il y a toute une réflexion et chaque exploitation a finalement sa propre réflexion, sa propre stratégie quelque part. Donc chaque projet s'adapte évidemment à chaque exploitation. Ça peut être aussi l'accès à des surfaces fourragères supplémentaires. Ça peut être dans certains cas, effectivement, l'accès à des surfaces fourragères supplémentaires. Si on va sur la slide d'après, sans passer par un bail. Sans passer par un bail. Alors effectivement,
on passe à ce moment-là par une mise à disposition, un prêt à usage et effectivement gratuit pour l'éleveur. Mais je pense qu'au-delà de cette économie, c'est effectivement le fait de pouvoir avoir accès à du foncier supplémentaire, et c'est dans certaines zones plus compliquées que dans d'autres. Si on voit là, effectivement la slide suivante, on voit aussi, c'était une slide que je trouve très intéressante, qui est sur effectivement la perte de terres agricoles. Et effectivement, aujourd'hui, on sait que l'un des enjeux aussi du secteur agricole, c'est de maintenir la vocation agricole des terres. Et on a tous ce chiffre en tête, hein. Un département tous les 10 ans de terres agricoles disparaissent. C'est issu donc d'une étude qui date de 2015, hein, qui a évalué, enfin qui a recensé les changements d'occupation des sols entre 2006 et 2015, donc pendant 10 ans. Et donc effectivement, moins 600 000 hectares de terres agricoles en 10 ans, ce qui est quand même énorme. Mais quand on regarde un peu mieux les chiffres, on voit que... en fait, c'est pas tout pour l'artificialisation. On pense tout de suite à l'artificialisation en annonçant ce chiffre, mais en fait, c'est surtout, on le voit, de l'enfrichement des terres. Donc, il y a une perte finalement. On voit bien une perte de la vocation agricole des terres liée à des effets nombreux que je ne saurais tous citer d'ailleurs. Et donc, il y a certaines zones où effectivement des terres agricoles reviennent à l'état naturel, et il y a effectivement aussi ce phénomène d'artificialisation avec l'extension de toutes les zones commerciales et autres que l'on connaît. Donc finalement, l'agrivoltaïsme peut permettre aussi dans certains cas de reconquérir des terres enfrichées pour leur redonner une vocation agricole, peut permettre aussi effectivement sur des terrains artificialisés mais qui ont été abandonnés, retrouver une activité agricole en restaurant l'activité agricole, et donc peut contribuer à finalement aussi maintenir la vocation agricole des terres. Donc c'est assez... l'agrivoltaïsme est une opportunité pour le secteur agricole, je pense. L'agrivoltaïsme, le secteur agricole le sait évidemment aussi, puisqu'il participe pleinement aussi à la transition énergétique, hein, que ce soit à travers la méthanisation, l'éolien, etc. Donc ce rôle-là, il l'a à cœur, j'imagine. Mais voilà, donc en tout cas, effectivement, l'agrivoltaïsme est une opportunité pour le monde agricole. Et donc... on a vu effectivement l'étude INRAE qui met en avant des premiers résultats très intéressants. Vous avez parlé de l'étude de la Chambre d'agriculture de la Nièvre aussi, qui a mesuré effectivement, qui a comparé deux lots d'agneaux et qui montre des résultats intéressants en termes d'augmentation de la productivité. Alors c'est pareil, c'est sur un an, sur un site, hein. Il ne faut pas généraliser non plus ces résultats, mais pour les citer très rapidement, c'est... plus 10% de poids sur les agneaux élevés entre l'agnelage et le sevrage sur le parc agrivoltaïque, et c'est une mortalité de 3,6% contre 12,7% sur la prairie témoin. Donc des résultats assez significatifs en termes de différence. Donc même si c'est trop tôt pour dire qu'on va améliorer la productivité, et c'est pas forcément le but, en tout cas on peut aujourd'hui avancer qu'on maintient en tout cas l'activité agricole sur ces sites. Et ça permettra aussi de faire face aux effets du réchauffement climatique. Et donc voilà, donc effectivement l'agrivoltaïsme d'élevage finalement est une opportunité. Enfin, on est convaincu que c'est une opportunité pour le monde agricole. Beaucoup d'acteurs agricoles en sont aussi convaincus, hein. L'IDEL a réalisé un guide aussi très intéressant à ce sujet. Et l'IDEL, l'Institut de l'élevage. Voilà, l'Institut de l'élevage. L'ADEME a fait son travail de caractérisation des projets agrivoltaïque, et donc on en a parlé tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il y a un certain cadre, beaucoup aussi de chartes, de doctrines qui existent au niveau local pour justement cadrer et adapter au territoire les projets. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous on est convaincus, en tout cas en tant que Photosol, que le temps de l'accélération aussi sur ces projets d'élevage, en tout cas d'agrivoltaïsme d'élevage, est venu. Et il y a effectivement ce besoin d'accélérer et ce besoin d'atteindre aussi la production, de remplir... Voilà, ce schéma-là est important. Voilà, on ira après dessus. On vient à ma question. Voilà, le temps tourne. Par contre, c'est très long d'installer une centrale solaire. Là, le cas de Verneuil, hein, c'est... Alors Verneuil, effectivement, c'est un exemple parmi tant d'autres, effectivement, oui. Mais on développe tous aujourd'hui des projets agrivoltaïques, hein. Nous, c'est 75% de nos projets en développement. Donc voilà, ça représente quand même une très grande part de nos projets. Effectivement, donc le temps d'accélération est venu. On sait, voilà, il y a des objectifs qui sont finalement à court terme, voire très court terme, hein. Si on dit que c'est un projet, c'est 5 ans, et qu'on parle de 2028-2030 pour la PPE, finalement, 2028 moins 5, ça fait 2023, donc c'est demain qu'on doit développer ces projets-là, enfin, en tout cas les initier. Donc effectivement, voilà, c'est des projets qui sont longs. Alors c'est nécessaire parce qu'il y a le temps
de la conception du projet, que ce soit du point de vue agricole, mais aussi du point de vue, on va dire, plus photovoltaïque, avec la prise en compte des enjeux liés plutôt à l'environnement. Hein. Et puis, il y a des études nombreuses à mener et longues sur l'impact que ces parcs peuvent avoir, effectivement, que ce soit sur l'environnement ou sur l'agriculture. Et puis donc ça, on peut dire que c'est environ 1 an et demi, hein, entre le moment où on initie le projet et le moment où on va déposer le permis de construire. Et après, ce sont des permis de construire donc, qui sont préfectoraux, qui sont soumis donc, à enquête publique avec, à minima, pareil, 1 année d'instruction et de concertation, puisqu'on travaille avec la DDT et les différentes partenaires publics pour aussi, je dirais, améliorer notre projet le temps de cette instruction-là. Tout n'est peut-être pas parfait au moment où on l'a déposé, donc il peut y avoir encore une évolution du projet à ce moment-là. Donc 1 an et demi plus, allez, 1 an, on va rester optimiste, ça fait 2 ans et demi. Après, il y a encore 1 année nous concernant, une fois qu'on a obtenu le permis de construire, pour, je dirais, obtenir le raccordement. Et donc c'est 1 an, hein, le raccordement. Et ensuite, et en même temps, je dirais, toute la partie liée au tarif de revente, à l'obtention du tarif de revente et, via la Creux, et puis les financements, l'étude du financement du parc. Donc 1 année encore avant la construction qui peut durer 1 an et donc la mise en service. Donc en gros c'est 4 ans et demi à 5 ans de développement, ce qui est effectivement relativement long. Et donc c'est aussi un point à prendre en compte dans le développement de l'agrivoltaïsme. Voilà. Il faut effectivement faire des expérimentations pour s'assurer qu'on ne commet pas d'erreurs. Ça peut être aussi des expérimentations qui se fassent je dirais, en conditions réelles, pas forcément que des programmes de recherche. Et avec tous ces retours d'expérience et ces mesures, effectivement, voilà, le développement de ces projets peut accélérer. Voilà, donc pour finir sur cette Merci. d'optimisme. Finalement, entre la première année et la 5e année, il y a combien de taux d'échec, entre guillemets, par rapport au projet ? Parce que tous ne voient pas le jour. Non, tous ne voient pas le jour, parce qu'effectivement, vous avez des études environnementales qui durent 1 an, qui peuvent nous montrer qu'effectivement une espèce particulière est à préserver, que des zones humides sont présentes sur l'ensemble du terrain, et donc nous empêchent, nous, de nous implanter. Et du coup, effectivement, vous avez aussi... le volet agricole, hein, si effectivement au cours de la conception du projet on voit que ça ne tient pas économiquement, techniquement, ben on va arrêter le projet. Et alors combien ? Je pense que c'est environ 1/3 à 50% des projets qui arrivent jusqu'au bout. Je laisse peut-être aussi Monsieur Vasseur confirmer ce chiffre de son côté. Alors voilà. Merci. Oui, juste, et puis il y a le raccordement, effectivement, qui aujourd'hui fait échouer un certain nombre de projets. Si je me situe trop loin, j'ai pas de... De toute manière, c'est dès le départ que vous le savez, si on est trop loin du poste source. Alors, c'est pas tout à fait dès le départ, mais malheureusement, parce que ça éviterait bien des pertes d'énergie et de temps à faire des études. En fait, aujourd'hui, pour avoir une proposition définitive de raccordement, il faut déjà avoir obtenu le permis de construire, ce qui est un peu une aberration puisqu'on travaille quelque part sans aucune garantie de pouvoir ensuite raccorder le parc. Et donc ça, parmi les améliorations qui pourraient émerger pour réduire le temps de développement, ça en est une, en tout cas, qui serait bénéfique pour nos filières. Vous pouvez rappeler le coût du kilomètre de câble, enfin... Le coût du raccordement, c'est globalement 1 million d'euros du kilomètre. Voilà, donc effectivement, dès qu'on est trop loin du raccordement électrique, l'économie du projet tombe. Merci. Avant de passer la parole à la salle, parce que le temps tourne, et je voulais que Ornella Schmidt, vous nous témoigniez un peu un exemple très concret de ce que vous apporte l'agrivoltaïsme. Qu'est-ce que vous faites comme élevage ovin ? Qu'est-ce que ça vous permet, l'agrivoltaïsme vous a apporté ? Enfin voilà, okay. Très vite. Merci Ornella. Oui, c'est ça. Je vais faire rapide. Donc je suis là aujourd'hui pour apporter donc mon témoignage en tant qu'éleveur. Donc je suis éleveuse de brebis solognotes en Loir-et-Cher.
et éleveuse, donc du coup partenaire avec Photosol. Ma rencontre avec l'équipe en fait m'a permis d'envisager une installation après 12 ans de salariat sur une ferme ovine. Ça m'a permis en fait de trouver aussi du foncier qui était difficile dans mon secteur. En Sologne, c'est plutôt la chasse. Bon, ça c'est un autre débat, mais voilà, ça m'a permis de commencer en fait avec 40 hectares, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, moi c'était vraiment quelque chose essentiel de pouvoir trouver du foncier. Et donc on a parlé pas mal de l'avantage en fait des panneaux sur l'herbe, mais moi en tant qu'éleveuse aussi, je voudrais parler du bien-être animal et les panneaux. En période estivale, les panneaux apportent de l'ombrage aussi aux brebis. En période hivernale, ça apporte aussi au niveau du vent, au niveau de la pluie, vraiment quelque chose d'important aussi pour les brebis. Donc voilà, au niveau de l'herbe, au niveau du bien-être, moi c'est vraiment un atout, l'agrivoltaïsme. Et donc j'ai une petite phrase pour finir. L'agrivoltaïsme est une belle opportunité pour la pérennité de l'agriculture française. Merci pour cette Voilà. très belle chute.